Allez, retour sur le plateau de cette émission. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est évidemment toujours en direct. Alors en Russie, il y a des manifestations, il y a des centaines d'arrestations. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Et puis, il y a ceux qui fuient. Et c'est à eux que l'on va s'intéresser maintenant. Esther Lefebvre, vous êtes à la frontière avec la Géorgie et il y a beaucoup de monde pour passer ce poste frontière. Oui, depuis ce matin, on les voit, ils sont extrêmement nombreux. Regardez juste derrière nous. Alors évidemment, là, il y a un camion qui passe. Mais juste derrière, à quelques dizaines de mètres, c'est le poste frontière et les hommes que vous voyez passer à côté de nous. Eh bien, ce sont comme tous des jeunes hommes, souvent des jeunes actifs. C'est surtout ça qu'on a vu à la frontière, des jeunes actifs qui ont souvent fait des études et ils passent à pied, en voiture, à vélo, parfois sans aucun bagage, pour fuir cette guerre. C'est ce qu'ils nous disent. En tout cas, à chaque fois qu'ils passent ici, eh bien, ils nous disent que leur soulagement n'est pas total. Vous allez entendre sur ces sonores récoltés par Pauline Lormand. Je ne veux pas que ce soit diffusé dans le monde entier. Il n'y a rien de bon chez nous. Viens, il te filme. Tout le monde est appelé dans l'armée en Russie. Le KGB voit tout. Je plaisante pas. Si je n'avais pas peur, je ne serais pas ici. Je suis parti de Russie en me disant que peut-être je ne reviendrai jamais. Oui, tous ceux que nous avons rencontrés depuis hier, ils nous disent ne pas avoir été mobilisés, ne pas avoir encore reçu cette convocation pour être appelés dans l'armée. En revanche, ils nous disent être paniqués, avoir pris les devants, de peur que les frontières ne se referment rapidement, car la rumeur est tenace que, à l'issue des référendums qui se tiennent actuellement en Ukraine, la Russie pourrait fermer ses frontières. Merci beaucoup pour ces précisions, Esther Lefebvre. Alors c'est vrai, Catherine, que c'est la majorité, elle nous le dit, la majorité de ces jeunes hommes qu'on voit n'ont pas encore reçu l'ordre de mobilisation, ce qui a priori ne fait pas d'eux des déserteurs. Non, exactement, mais effectivement, la rumeur circule depuis longtemps en Russie, selon laquelle, finalement, comme Vladimir Poutine avait expliqué durant des mois qu'il n'y aurait pas de mobilisation et que finalement il y a une mobilisation, mais il dit qu'elle ne sera que partielle, maintenant il y a beaucoup de Russes qui s'inquiètent en se disant finalement ça risque d'être peut-être pas la mobilisation générale, mais au-delà des 300 000 hommes. Donc il y en a beaucoup qui préfèrent partir maintenant, puisque justement c'est encore possible pour eux, plutôt que d'attendre de recevoir l'ordre de se rendre dans les bureaux de recrutement. C'est dire à quel point, effectivement, ils sont contre la guerre et à quel point ils s'inquiètent d'un développement encore plus important et d'une guerre encore plus importante en Ukraine. Et ils quittent ce pays pour peut-être ne jamais y revenir. C'est ce qu'ils disait ce jeune homme. Et c'est vrai que c'est assez étourdissant quand on entend ça et on se met à la place de ces jeunes hommes. De toute façon, Magali Lunel, vous avez rejoint. La mobilisation générale en Russie, c'est plus que compliqué à mettre en place. Oui, voire impossible. C'est ce que révèle l'Institut pour l'étude de la guerre. Il montre que cette mobilisation partielle va certes générer des forces supplémentaires, mais de manière très, très insuffisante. Pourquoi ? Eh bien parce que l'armée russe n'a plus les moyens d'une mobilisation efficace à grande échelle depuis 2008 et il n'y a aucune solution à ce problème, dit cet institut. Avant 2008, juste on va vous rappeler, la conscription était universelle en Russie et il y avait une obligation de service minimum de 2 ans. Tout était fait pour soutenir la pleine mobilisation. Tous les hommes en âge de servir devaient être formés, devaient être suffisamment expérimentés. Si jamais une guerre éclatait, ils étaient opérationnels tout de suite. Et puis arrive 2008, et comme tous les autres pays du monde, eh bien, la Russie est touchée de plein fouet par la crise financière. Il a donc été décidé à l'époque de réduire les coûts de l'armée, terminer les gros effectifs et la force concentrée. Il est décidé dès lors d'avoir une armée professionnelle, et c'est dans cette même logique que le service militaire est réduit. Il passe d'abord à 18 mois, puis à 1 an. Et en plus, la qualité de la formation est médiocre, pour ne pas dire mauvaise. Il y a pas mal de témoignages qui révèlent que beaucoup de conscrits n'ont jamais tenu une arme. Résultat, ces appelés-là sont moins préparés au combat. Or, ce sont eux qui constituent le principal vivier lors d'une mobilisation. Il faut prendre en compte 2 autres paramètres. Le bassin de réservistes est sans doute épuisé aujourd'hui, puisque Vladimir Poutine, alors on le rappelle, avant cet appel, avait déjà mené 4 tentatives de mobilisation en 1 an. Et le propre discours du président russe n'aide pas. Ben oui, le peuple n'est pas préparé à la mobilisation. Personne ne comprend, puisque officiellement, on le rappelle, on ne parle là-bas que d'opérations spéciales. L'Institut en conclut, attention, c'est cinglant, cette mobilisation n'affectera pas le cours du conflit en 2022 et l'armée russe ne pourra pas maintenir ses efforts en 2023. Bref, la Russie mobilisera bien des réservistes pour ce conflit, mais le processus sera laid, la qualité de réservistes médiocre et leur motivation à se battre probablement encore pire.
Ouais, et donc c'est effectivement un tableau sacrément noir. Après, sur la mobilisation générale impossible en Russie, c'est un peu ce qu'on a fait nous aussi, général. Enfin, on a voir- tous fait des choix qui font que la C'est ça. mobilisation est difficile. Mobiliser des soldats, c'est possible, forcément. Ils ont la masse humaine pour le faire. Le problème, c'est après avoir des soldats qu'on est capable d'entraîner, et puis surtout qu'on est capable d'équiper. Hein, les Russes ont perdu à peu près 6000, 6500 blindés, dont Ouais. 1200 chars. Ils ont perdu à peu près, je dirais, l'essentiel du corps blindé mécanisé qu'ils ont engagé en Ukraine. Et aujourd'hui, même ces 300 000 hommes, avec quoi les équipe-t-on? C'est ça. Il faut les équiper, les former, les entraîner, les envoyer au combat, mais avec quoi? Ça, c'est une vraie question. Quelle est l'économie de guerre, la capacité d'économie de guerre de Vladimir Poutine aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on a perdu 1200 chars, où est-ce qu'on va récupérer des centaines de chars pour pouvoir mener la guerre que l'on veut? Ça me paraît très très compliqué. C'est pour ça qu'il est dans une situation, à mon avis, effectivement, qui apparaît assez critique. Et je suis absolument d'accord que, de toute manière, c'est une population qui va avoir une valeur de combative très très médiocre et qui ne va certainement pas bousculer le cours de la guerre. Par sa valeur, mais aussi par le nombre. 300 000 soldats pour gagner la guerre en Ukraine, c'est parfaitement insuffisant. Oui. Il en faudrait 3 fois plus. S'il mobilisait 1 million d'hommes formés, entraînés, il pourrait commencer et armés correctement, il pourrait commencer à penser à la décision. Alors, il y en a beaucoup qui fuient, on l'a vu, 300 000 à peu près, c'est le nombre que Vladimir Poutine voulait mobiliser. Alors, on a vu tout à l'heure une carte pour voir vers où ils partent, parce qu'ils ont peur que certaines frontières se referment. Alors, concernant nous, quels sont les pays qui seraient prêts à les accueillir, et si oui, comment d'ailleurs? C'est aussi une question. Les ambassadeurs européens, ils se retrouvent aujourd'hui, Valérie. Oui, ils se retrouvent aujourd'hui pour essayer, c'est à l'initiative de la présidence tchèque de l'Union européenne, pour essayer d'arrêter une position commune. Mais vous imaginez bien que la position commune, elle est difficile. Entre la France et l'Allemagne, par exemple, moteur de l'Union européenne, qui estime qu'il faut faire un geste en direction des Russes, du peuple russe, des populations russes, pour affaiblir un peu plus Vladimir Poutine, et puis Prague et les pays baltes qui, eux, sont beaucoup moins allants sur la question, qui craignent d'avoir des infiltrés des services de sécurité russes qui puissent arriver dans le flux. Et puis, il y a un problème juridique. Pour l'Union européenne, ont accès à l'Union européenne des personnes qui demandent une protection, c'est la règle. Chaque demande doit être étudiée individuellement, et là, c'est les États qui décident. Mais quand vous regardez la Charte des Nations Unies, n'est pas considéré comme un réfugié quelqu'un qui a déserté, soit par aversion pour le service militaire, soit par peur du combat. Donc, sur quel fondement juridique va-t-on pouvoir accueillir, accorder des visas, au même titre que, par exemple, les réfugiés ukrainiens? Vous voyez bien qu'il y a là une forme de hiatus qui est difficile pour l'opinion publique et pour les gouvernements. La réunion qui a lieu avec les ambassadeurs des États membres va sans doute durer un moment. Je doute qu'il y ait une conclusion à la fin de cette journée. Oui, alors ça, c'est sans doute, on suit ça évidemment, mais on va regarder la carte. On vous a préparé une carte avec ceux qui sont prêts à accueillir des Russes, alors réfugiés, Russes, déserteurs, pas encore mobilisés. Bon, en gros, il n'y a que l'Allemagne en Europe pour le moment. La France, elle se prononce pas trop. Alors moi, j'ai vu quand même que Mme Colonna avait dit en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, je vais vous donner sa phrase, il faut répondre au désir d'une grande partie de la population russe d'exprimer ses opinions et parfois de quitter la Russie pour revenir sur le reste du continent. Bon, ça vous êtes bonne en langue de bois. Vous êtes bonne en langue de bois. C'est pas moi, c'est Madame Colonna. Qu'est-ce que je voulais dire, Bogdan Obraz, votre position à vous d'Ukrainien, c'est quoi? Parce que votre président, il a dit, alors pour les militaires qui se rendraient, il a dit, 1, vous serez bien traités, selon tous les traités en vigueur, etc. Et 2, si vous ne voulez jamais être échangé lors d'un échange de prisonniers, vous nous le faites savoir et on se débrouillera pour que vous puissiez rester quelque part hors Russie. Oui, c'est vrai que notre président, il veut terminer la guerre et reconquérir nos territoires. Pour cela, c'est l'une des solutions qu'il propose. C'est l'une des solutions. Après, c'est théorique. Le mettre en pratique, ça va être beaucoup plus compliqué, mais encore une fois, c'est l'une des solutions. Et pour le sort de ces Russes qui fuient le pays, votre position à vous, en Ukraine, on dit quoi? La question qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter cette guerre? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protester contre cette guerre? Donc, est-ce que vraiment ils sont contre cette guerre ou est-ce que, encore une fois, on touche à leur confort, à leur vie? C'est le ministre letton des Affaires étrangères, en Lettonie, qui dit « De nombreux Russes qui fuient la Russie à cause de la mobilisation étaient d'accord pour tuer des Ukrainiens
Ils n'ont pas protesté à l'époque. Ce n'est pas juste de considérer qu'ils sont des objecteurs de conscience. Ça se défend. Hein. Non, mais, oui, mais en même temps, c'est difficile parce que là, on parle aujourd'hui de la Russie, mais enfin, le général ne me contredira sûrement pas. C'est-à-dire que c'est partout dans le monde, dans les zones de conflit, il y a toujours des gens qui font le dos rond en se disant tant que ça ne me tombe pas dessus, je vais pas trop me manifester, surtout dans des pays qui sont... pourrait-on dire pour le moins autoritaire. Et donc, effectivement, on attend, c'est le moment où vous êtes concerné directement que vous bougez. Et en même temps, les Russes, là, c'est difficile parce que soit on dit qu'ils ne bougent pas, justement, et que c'est condamnable, évidemment, et quand ils s'en vont pour justement ne pas participer à la guerre, on leur dit c'est trop tard. Donc, il faut aussi faire attention à pouvoir éventuellement, effectivement, récupérer des Russes qui s'en vont. Le problème des infiltrés existe. Et c'est ça. Dans tous les flots de réfugiés ou de déserteurs, il y a toujours des infiltrés. Et puis on sait que le FSB, donc c'est plus le KGB, mais le FSB, il est quand même en principe assez bon pour ce genre d'opération. Donc ces jeunes qui ne veulent pas partir peuvent eux aussi dealer avec le FSB. Bien en sûr, disant, bon, écoutez, en se disant moi je pars, mais après on reste en contact, etc. Donc évidemment c'est extrêmement sensible et difficile, mais fermer complètement la porte aux Russes qui s'en vont, c'est aussi donner à terme un argument à Vladimir Poutine qui dit les Occidentaux nous détestent, ils nous mentent tout le temps, ils veulent notre extermination, etc. Donc c'est pour ça que c'est comme le disait Valérie, il n'est pas sûr que la réunion des ambassadeurs débouche sur une décision globale et définitive, parce qu'il y a tous ces éléments à prendre en compte et c'est effectivement un peu la quadrature du cercle. Maintenant, déposer une demande de droit d'asile, c'est un droit. Et alors, à ce moment-là, on y est quand même, ça dure quelques mois, et donc là, quand même, on est à l'abri. Mais maintenant, je suis absolument d'accord avec vous. Il y a 80 ou 90% des gens qui essayent de passer dans les conflits au travers des gouttes, qui ne se sentent pas concernés, qui ne veulent pas se sentir concernés, qui sont préoccupés par leur propre survie ou par leurs propres problèmes. Écoutez, on a eu quelques dizaines de milliers de résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais l'essentiel de la population française n'a quand même pas résisté. Mais attendez, là, on parle de jeunes gens qui sont mobilisables et envoyables au front, mais qui ne sont formés en rien. Je veux dire, c'est pas... Ah, mais ils sont formés en rien, ils sont censés, vous voyez, avoir un petit vernis militaire. C'est le présupposé de base. Voilà. Mais vous voyez, si vous avez joué de la trompette il y a 15 ans, vous ne pouvez pas jouer dans l'orchestre. Donc vous imaginez que vous avez un orchestre que vous réunissez, qui n'ont pas joué depuis 15 ans, et puis vous dites maintenant, vous allez me faire un concert à l'opéra ce soir, etc. C'est exactement ça. C'est impossible. Voilà. Donc il y a un véritable problème. Mais ces jeunes, ils seront... je ne vois pas comment on peut les empêcher. Je veux dire, c'est un petit peu courte vue de dire ils étaient contre nous et donc on ne va pas les accueillir. Je ne vois pas comment on peut les empêcher, je dirais, d'user de leur droit d'asile. Et puis, à partir du moment où c'est une conscience politique, par conscience politique, ils décident de ne pas combattre, c'est notre devoir aussi de les accueillir. Si c'est ça. Voilà. Si c'est bien une conscience politique. Voilà, c'est ça. Mais qui a la conscience politique ? C'est ça, on en parlait tout à l'heure. Combien de soldats ont la conscience politique chez les Bouriates, les Youkats, etc. Très peu. C'est ceux qui sont... Et ceux qui peuvent s'en aller, c'est aussi ceux qui ont les moyens. Absolument. Voilà, c'est ça. Mais l'embarras, on parle des embarras européens et du fait que ce sera compliqué d'avoir une position commune. Mais vous avez entendu, vous, des responsables politiques français s'exprimer en faveur de l'accueil ? Alors, il y a les sénateurs verts. Oui. Qui se sont prononcés en faveur de l'accueil des déserteurs russes. Mais sinon, à ma connaissance, et sauf erreur, personne dans le personnel politique, ni à droite, ni à l'extrême droite, ni à gauche, ni à l'extrême gauche, ni dans le parti gouvernemental, n'a exprimé le moindre souhait, inclinaison pour ces déserteurs. Donc, on voit que tout le monde est très gêné aux entournures. C'est quand même une décision très difficile à prendre. C'est un peu la patate chaude. Alors quand même, Madame Colonna dit, et je redis, il faut répondre aux désirs de la population, de la partie de la population russe qui veut quitter la Russie pour venir sur le reste du continent. Bon. C'est moins clair que les Allemands qui disent qu'il faut accueillir les déserteurs menacés de graves répressions. Et après, il y a aussi le sujet de, effectivement, est-ce qu'on en fait des réfugiés politiques ou est-ce que c'est de l'humanitaire ? Enfin, le droit de désobéir, il existe même à l'armée. On n'obéit pas à un ordre illégal. Donc, je veux dire, c'est quand même compliqué de dire vous n'avez pas le droit parce que vous êtes embrigadé dans votre système et vous n'avez pas le droit à désobéir. À partir du moment où moi, en tant que général, j'ai le droit de désobéir à un ordre manifestement illégal, on me demande de raser un village, je ne le fais pas.
forcément. Bon, si on leur demande de faire la guerre et qu'ils ne veulent pas la faire, il faut aussi admettre qu'ils ont le droit de désobéissance et le droit d'être accueillis en tant que tels. Surtout que c'est ce que l'Occident demande aux Russes depuis le début, ne pas faire cette guerre. Donc ceux qui cherchent à s'y soustraire sont sur cette ligne-là. Ils refusent cette guerre. Donc ça va être difficile après pour les Occidentaux, effectivement, de dire « Ah ben non, on ne les accueille pas, qu'ils se débrouillent ». Donc c'est... Mais en même temps, effectivement, c'est les infiltrés, enfin tout ce qui va avec. Les pays baltes qui ont vécu sous le joug soviétique durant des décennies, qui ne sont pas très portés à aider les Russes aujourd'hui. C'est vrai qu'il va falloir faire la synthèse de tous ces éléments et que ça prendra sûrement plus que cet après-midi. Ceci dit, on a des centaines de milliers de Russes qui sont déjà installés en Europe. On parle de l'Allemagne, il y a beaucoup de Russes en Allemagne qui étaient déjà installés avant la guerre. Il y a beaucoup dans les pays baltes de Russes qui sont d'origine russophone, qui sont en Lettonie, Lituanie, etc., qui sont restés là-bas. Donc je veux dire, les infiltrés, s'il y a des infiltrés, ils y sont déjà. Je vois pas, franchement, je pense pas en quoi ça va changer la donne que s'ils envoient quelques types du FSB là-dedans. Moi j'avoue que je suis un peu dubitatif sur les résultats que ça permettra d'obtenir. Ils sont partout et ils auront besoin d'autres. Surtout que Poutine a dit l'Occident c'est notre ennemi, donc je pense qu'ils auront besoin de sang frais pour tout ce qui est renseignement. Oui. Alors en tout cas, le président du Conseil européen, Charles Michel, il a donné une interview à nos confrères de Politico. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que l'Union européenne devrait, je cite, faire preuve d'ouverture à ceux qui ne veulent pas être instrumentalisés par le Kremlin. Si en Russie, des gens sont en danger à cause de leurs opinions politiques parce qu'ils ne suivent pas cette décision folle du Kremlin de déclencher cette guerre en Ukraine, nous devons en tenir compte. C'est à peu près de l'ordre de ce que dit Madame Colonna. Oui. On est d'accord. Oui, on voit bien le souhait à la fois humanitaire et politique de détacher une partie des Russes des gouvernants, de dire on est avec le peuple, on ne fait pas la guerre à la Russie, mais on ne fait surtout pas la guerre au peuple russe. Donc on voit bien, ça s'exprime bien là dans ce que dit Charles Michel. Je pense qu'il y a certains pays qui vont avoir du mal à être sur cette ligne. La Tchéquie, éventuellement même la Pologne, les pays baltes, tous ceux qui ont eu à souffrir de l'hégémonie soviétique et qui craignent depuis longtemps les visées nationalistes de Poutine ne vont pas être aux frontières pour accueillir à bras ouverts les camarades qui fuient. On sait qu'en Finlande, ce week-end, ça a été un week-end... Alors, ils avaient dit qu'ils fermeraient leurs frontières. Et en fait, le week-end a été extrêmement... il y a eu énormément de passages ce week-end, des milliers et des milliers de personnes qui sont venues de Russie. Oui, mais effectivement, les Finlandais ont dit que ça n'allait pas durer. Alors eux, en plus, c'est compliqué. Ils ont quand même 1300 km de frontières avec la Russie. Et la Finlande s'apprête à rejoindre l'OTAN. Elle a durci sa position vis-à-vis de la Russie ces derniers mois, enfin depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, enfin de la tentative de l'invasion russe de l'Ukraine. Donc c'est de la même manière. La Finlande, elle est face à un dilemme, c'est-à-dire qu'elle durcit sa position vis-à-vis de la Russie, elle veut se rapprocher de l'OTAN, et en même temps, si elle dit non aux Russes qui ne veulent pas de cette guerre en Ukraine, ça va être aussi difficile de le justifier. Donc en fait, ces pays-là, ils n'ont pas d'autre choix que de faire du cas par cas. En fait, c'est du cas par cas. Puis il y a aussi une forme de cynisme, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais il y a beaucoup de dirigeants des pays européens qui rêvent que d'une chose, c'est que Poutine ferme la frontière parce que ça évitera de se poser la question. Ah oui, ça, effectivement, oui, c'est vrai, oui, effectivement. Mais il y a peut-être une différence aussi entre les déserteurs, parce qu'on avait parlé sur le plateau il y a quelques semaines de ce fameux jeune homme qui avait déserté. Alors lui, il était au combat, parce qu'il était, il me semble-t-il, sur le front de Kherson, c'est ça, et qu'il était parti. Il était arrivé en France, il avait demandé l'asile politique, il avait été récupéré par l'OPFRA, il a été pendant plusieurs jours en centre de rétention pour qu'on vérifie bien qui il était et pourquoi il était là. Ces militaires qui viennent du combat et qui disent « moi, c'est plus possible, je l'ai vu, le terrain, cette guerre, c'est n'importe quoi », ces gens-là, on peut effectivement imaginer, qui en plus sont menacés quand ils ont quitté l'armée, parce que là, ce sont vraiment des déserteurs qui étaient sur le terrain, ces gens-là, il faut les protéger. On peut considérer qu'ils sont des réfugiés politiques, de toute manière. Donc, moi je vois pas fuir un régime totalitaire,
Je veux dire, depuis, par exemple, on parle de l'Allemagne. Dans l'Allemagne nazie, on n'avait aucun droit sur le plan militaire. Bon, on faisait la guerre, sinon on était fusillés. Bon, après la guerre, le système de la Bundeswehr a remis en place ce qu'on appelle l'Innere Führung, c'est-à-dire le commandement de l'intérieur, c'est-à-dire la conscience politique de l'officier qui doit décider de ce qu'il va faire. Donc ça, cette conscience personnelle, il faut l'admettre à partir du moment où on assiste à un pouvoir totalitaire qui donne des ordres manifestement illégaux et qui entraîne dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et voire même génocide. Donc ces jeunes, ils ont, à mon sens, tout à fait le droit. Le droit de ne pas vouloir combattre. Le droit de ne pas vouloir combattre, oui. Mais d'ailleurs, ça s'est passé avec des Ukrainiens aussi. Il y a des jeunes hommes. Le sens de l'action, on a envahi un pays qui nous a rien fait, etc. Je veux Ouais. dire, ça pose problème. Moi, ça me poserait problème, véritablement. Ou alors après, quand vous commencez, on dit qu'il faut commencer à tirer sur la population, ou bien tirer sur les habitations où il y a des gens qui manifestement qui vivent. Ça, c'est des choses, ce sont des crimes de guerre. C'est des choses que nous, en tant qu'officiers, on est fondés à refuser au combat. Quand bien Voilà. même, c'est Absolument. votre supérieur Voilà. hiérarchique qui vous le demande. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous avez un pistolet derrière la tente pour faire exécuter ces ordres illégaux, vous êtes fondé à un moment de dire c'est pas ma guerre et j'ai pas envie d'y aller. Après, la problématique, c'est aussi une fois que ces jeunes-là sont partis, qui sont éventuellement accueillis quelque part, on sait très bien qu'en Russie, les familles sont menacées, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est tentaculaire, en fait, comme problématique. C'est pour ça que c'est d'autant plus courageux la décision qu'ils prennent, hein, parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des conséquences, que peut-être ils ne pourront jamais rentrer en Russie. Enfin, en tout cas, tant que ce sera le même pouvoir politique qui sera aux manettes. Donc, on ne peut pas leur demander aux jeunes Russes de ne pas participer à la guerre en Ukraine et après leur dire, quand ils prennent les mesures nécessaires définitives, c'est-à-dire quitter leur pays justement pour ne pas y participer, leur dire encore une fois que ce n'est pas la bonne solution. Parce que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors, les jeunes Russes ? Ils doivent refuser d'aller en Ukraine quand on leur demande, mais en même temps, il faut qu'ils restent en Russie. Mais comment il faut qu'ils se cachent, il faut qu'ils fassent quoi pour éviter d'y aller. Ou alors, évidemment, dans le rêve occidental, ce serait qu'ils renversent le pouvoir en place. Mais on voit bien que pour l'instant, les moyens ne sont pas réunis pour le faire. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y en a des Russes qui se pressent aux frontières européennes. On parlait de la Finlande tout à l'heure, et on fait quoi ? Et c'est ça le problème, c'est que si effectivement il faut faire quasiment du cas par cas, étudier les dossiers, etc. Quand il y a des Syriens, l'urgence, quand même. souvenez-vous, à l'époque de la guerre en Syrie, enfin si tant est qu'elle soit complètement terminée, mais souvenez-vous, il y avait justement des Syriens, des militaires syriens qui avaient quitté la Syrie pour ne pas participer à ce conflit. Et ils ont été accueillis, alors on s'en souvient en Allemagne, enfin il n'y avait pas que des militaires syriens bien sûr, mais en Allemagne on a ouvert complètement les frontières, il y en a qui ont été accueillis en France, qui ont été accueillis dans tous les pays d'Europe. Donc là c'est pareil, comment on va justifier vis-à-vis des Russes qui aujourd'hui ne veulent pas aller se battre, qu'ils ne soient pas accueillis en Europe, alors que les Syriens qui refusaient de participer justement à la guerre qu'ils jugeaient injuste dans leur pays, eux ont pu avoir les portes de l'Europe qui se sont ouvertes. Ça va être quand même très difficile. 2 poids 2 mesures quand même. Et ben oui, voilà. Bogdan, concernant les militaires qui se rendent, ceux dont parlait Volodymyr Zelensky quand il disait on va se débrouiller, vous serez bien traités. On a une idée du chiffre ou pas ? Je ne veux pas vous induire en erreur. Non. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de gens démotivés qui ne souhaitent pas se battre et qui voulaient même, dans la région de Kherson, partir, mais ils n'ont pas reçu l'ordre de quitter. Oui, c'est ça. Et certains qui enlèvent leurs uniformes et qui se déguisent en civil, en fait. Oui, c'est vrai que ça a commencé encore dès le début de la guerre, mais là, avec la contre-offensive ukrainienne, on voit de plus en plus, et le désespoir du Kremlin, pour l'instant. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de Russes qui ne souhaitent pas se battre. Bon, on surveille ce qui se passe du côté des ambassadeurs. On ne sait jamais si on a des nouvelles au cours de cette émission, évidemment. On va aller sur le terrain dans une seconde parce que ce qui importe aussi, c'est de savoir comment ça se passe sur le terrain. Alors, petit à petit, les Ukrainiens gagnent du terrain. Alors, pas partout. Vous verrez qu'on va rejoindre Michel Scott dans une seconde qui est dans le Donbass, qui va nous faire un peu un point, justement, de ce front énorme qui est grand de plusieurs centaines de kilomètres de long. Et on verra comment tout cela peut évoluer, notamment autour de Donetsk. À tout de suite.